Je ne vais pas parler très très longtemps. Vous remercier de votre présence, dire à quel point je suis très heureux d'accueillir Étienne pour ce très beau livre, Asie centrale 850. Il y a un mois, je crois, Rainer, on parlait de cuisine chinoise. On va moins parler de cuisine aujourd'hui, ou peut-être de cuisine d'écriture ou de cuisine intellectuelle. Mais c'est ce que je trouve fascinant dans l'enchaînement de ces deux voies au chapitre, c'est la très grande diversité de l'école, et ce que le HESS peut proposer. Donc un grand merci à toi, Étienne, d'être là, et un grand merci à celles et ceux qui ont accepté de commenter ce beau livre. Mais je laisse la parole sans plus tarder à à Rainer, pardon. Mais Étienne va prendre la parole aussi. Merci beaucoup. Voilà, soyez aussi la bienvenue de ma part. Donc avant de commencer, de présenter très brièvement les intervenants et intervenantes, je voulais juste vous donner quelques informations pour la suite. N'est-ce pas, Jérôme? Je fais ça, je crois, plutôt là maintenant, quand tout le monde est encore là, mais il y aura un petit buffet, donc si vous restez, vous serez récompensés. Donc, première chose, pour ceux qui sont plus ou moins de l'école, donc vous savez, vous avez vu passer le message, et on essaye à chaque fois que l'occasion se présente de le dire. Donc il y aura en automne, c'est loin, mais bon, le festival Allez savoir, organisé par l'EHSS à Marseille, et c'est sa 6e édition, qui cette fois est consacrée aux fake news, informer, s'informer, déformer. Et ce festival est co-dirigé par Cyril Lemieux et Cécile Van den Haven. Et si vous voulez proposer des projets, des présentations, des balades en ville ou en bateau, que sais-je, faites-nous le savoir jusqu'au 19 janvier. Donc vous avez reçu divers et multiples messages par notre messagerie, donc n'hésitez pas. Il y aura 3 voix au chapitre qui sont déjà programmées. Donc la prochaine, c'est le 23 janvier, donc dans 2 semaines plus ou moins. Exactement dans 2 semaines en fait. Ici, comme toujours, à 17h30. C'est autour de la revue Communication, le numéro 114, où plusieurs personnes ici présentes ont d'ailleurs... notamment celui qui a pris la parole en premier, ont contribué. Donc sur la liberté pour les sciences sociales, ça sera une séance certainement très intéressante et j'espère un peu controversée aussi. Le deuxième voix au chapitre que je peux vous annoncer, c'est le 13 février. Donc ça sera autour du livre de Jocelyne Daclia, Harem et Sultan, genre et despotisme au Maroc et ailleurs, 14e, 20e siècle. Donc vous êtes aussi les bienvenus. Et la 3e qui est déjà programmée, donc c'est le 20 mars, ce sera autour du livre de Pierre Judet de Lacombe que vous avez peut-être, vous entendez, j'imagine, les soirs ou les matins à la radio, toutes les semaines. Donc ça sera autour de son livre Quand les dieux rôdaient sur la terre. Alors, aujourd'hui, donc Étienne de la Vessière, je vais juste très brièvement dire que vous connaissez certainement, mais il y a toujours des personnes dans le public qui ne connaissent pas, ce qui est souvent mon cas, donc je suis toujours très heureux si les gens sont présentés un tout petit peu. Donc, collègue à l'école, je dis toujours la chaire, c'est une bonne occasion, une bonne manière, je trouve, de voir en quelques mots sur quoi les collègues travaillent, donc qui a la chaire ici à l'EHSS Société Centre-Asiatique, tu te souviens, médiévale, parce que tu es élu déjà depuis un certain temps, migration et acculturation, donc Moyen-Âge. Alors après, c'est toujours un peu compliqué pour un Allemand que je suis, parce que au Moyen-Âge, en allemand, ça veut dire un peu autre chose qu'en français. Bon, bref, donc le premier Moyen-Âge, disons, alors le très ancien Moyen-Âge, les lieux de prédilection, donc Asie centrale, histoire économique et sociale, 4e, 9e siècle, plus ou moins, donc avant et juste après l'arrivée de l'islam.
Et ce sera un peu la ville, alors je ne vais pas dire qui est au centre, mais la ville, disons, emblème, hein, c'est Samarcande où j'ai eu le plaisir d'être il y a 20 ans. Quand l'Institut Goethe m'avait invité pour faire quelques conférences, et j'ai adoré, hein. Je ne sais pas comment c'est devenu aujourd'hui, mais bon voilà. Donc c'est sur la discussion porte sur le livre Asie centrale 300 jusqu'à 850. On a 3 commentateurs, commentatrices. Je commence avec Lauriane Martinez-Sèvres, ici présente, voilà, qui est professeure d'histoire grecque à l'Université de Lille et directrice des études antiques et byzantines à l'École française d'Athènes, où elle se trouve, je crois, maintenant, à l'instant. Ah, vous êtes revenu, vous venez de revenir à Paris, hein, spécialiste de l'Asie centrale hellénistique. Donc, une histoire de l'archéologie, spécialiste de l'histoire de l'archéologie de l'Iran et de l'Asie centrale hellénistique. Elle a fait de multiples fouilles auxquelles elle a participé en Afghanistan et ou autour de Samarcande. Et ce qui est aussi peut-être à noter, c'est certainement son merveilleux atlas du monde hellénistique. Pablo Blitzstein, à côté de moi, collègue EHSS, qui occupe la chaire les langages sociopolitiques du mandarinat chinois. Et il se trouve que juste là, aux Belles Lettres, il y a quelques, je ne veux pas dire jours, mais en tout cas quelques semaines, plutôt, ou mois, est paru je ne sais pas si on peut dire la sœur ou le frère de ce livre, en tout cas un livre qui est tout à fait dans le sillage de livres qu'on va discuter aujourd'hui, donc le haut Moyen-Âge chinois, histoire générale, hein. Alors ça c'est une histoire un peu particulière, hein, histoire générale de la Chine 220 jusqu'à 589. Hein. Alors vous voyez déjà, il y a une certaine différence entre les années qui sont le laps de temps qui est traité. Hein. Mathieu Arnoux, donc là à votre gauche, donc qui a aussi une chaire à l'EHSS, donc travail et industrie dans l'Europe pré-industrielle. Mais en plus, il est professeur à l'université, et c'est un peu compliqué toujours, parce qu'en fait, il était professeur, je ne sais pas s'il était professeur dans 3 universités, en tous les cas, c'était Paris 7, après c'était Diderot, et finalement c'est Paris Cité, me semble-t-il, voilà, récemment. Donc professeur d'histoire médiévale, donc spécialiste d'histoire économique et sociale du Moyen-Âge européen, la France avec une prédilection pour la Normandie, n'est-ce pas? Alors, en tous les cas, ce que j'ai pu, peut-être tu me contrediras, bon, ça n'a peu d'importance, d'Italie et l'Angleterre. Son dernier livre, important et tout à fait dans nos intérêts très actuels pour les études environnementale qui est paru en 2023, un monde sans ressources. Les ressources nous préoccupent bien sûr. Hein. Besoins et société en Europe, 11e, 14e siècle. Alors, Étienne, tu es au courant, tu commences 15 minutes, pas plus. Alors dis donc 16, 16, 17. Ouais, alors 17 et 17. Et après, on va commencer, dirais-je, avec Lauriane, après Pablo, et à la fin, Mathieu, n'est-ce pas? Alors, je t'en prie, Étienne. Merci à tous, merci d'être venus, merci aux collègues et aux étudiants notamment qui ont fait le déplacement, merci à Romain et à Rainer Maria de cette introduction, et à Jérôme Malois qui est là, qui a organisé concrètement ces sessions. Je pense vraiment que c'est une très bonne idée de faire ces sessions pour faire école, tout simplement, pour que nous connaissions les uns les autres nos travaux. Et enfin, merci à mes lecteurs. J'espère que la discussion que nous allons avoir sera intéressante. Alors, le plus simple est peut-être de commencer brièvement par présenter l'ouvrage avant d'aborder sa place un peu particulière dans l'historiographie. C'est un gros bouquin,
640 pages, 120 illustrations, des dépliants, une cinquantaine de cartes, qui couvrent un espace démesuré. 8 millions de kilomètres carrés, de la Caspienne au Gobi et de les forêts du sud de la Sibérie au rebord du plateau himalayen et du plateau iranien, sur un demi-millénaire, 5 siècles. Les sources sont dans une vingtaine de langues. J'ai compté, je crois que j'ai des sources dans 23 langues. Il y a de multiples groupes linguistiques, petits et grands. Donc, je me suis retrouvé dans ce projet avec le fait de devoir gérer paradoxalement, puisque l'Asie centrale est censée être une région pauvre en données, en fait une richesse très importante de données, mais surtout une immense diversité des corpus, des sources, des méthodologies. Et j'ai dû affronter tous ces corpus, toutes ces méthodologies, justement parce que l'Asie centrale, parce que chacun de ces corpus, chacune de ces méthodologies me donnait peu de renseignements. Donc j'ai dû faire feu de tout bois et tenter de tout exploiter. Tout en tentant, néanmoins, de fournir un ouvrage cohérent, une synthèse, qui ne soit pas un manuel, qui ne soit pas un plan tiroir, où on dit c'est pas une nouvelle Clio, mais qui fasse véritablement avancer l'historiographie tout en sourçant précisément les données. En fait, ce que j'ai essayé de faire, pour dire très honnêtement, c'est une tentative d'histoire totale. Une histoire totale de mon objet dans le cadre de documentaire disponible. Et ce n'a été possible que parce que j'ai pu ordonner la recherche et la rédaction de l'ouvrage en fonction de lignes de force qui sont tirées très directement de la tradition historiographique des annales. C'est-à-dire, et je parle là des annales des années 50, 60, 70. Je parle là d'une histoire environnementale, de longue durée, je parle d'une histoire sociale, je parle d'une histoire économique. Il y a véritablement un parti pris dans cette approche, mais une approche qui a été aussi renouvelée par l'apport de toutes les nouvelles techniques, de l'ADN pour les migrations, en passant par la climatologie, etc. Alors, je commence d'ailleurs l'ouvrage, les premières parties, de manière assez classique, dans ce cadre de longue durée, par l'histoire environnementale, mais avec tous donc les nouveaux apports des outils scientifiques. Et je montre par exemple que l'histoire du climat devrait en fait remplacer, même si en fait on ne peut pas le faire, faute de sources, mais par une histoire de la résilience des populations, tout simplement en Asie centrale, parce qu'il n'y a aucun lien direct, contrairement à ce que pouvait faire le roi Ladurie, par exemple, entre l'histoire du climat, telle qu'elle est illustrée par des centaines d'articles qui sont en train de paraître dans d'innombrables revues scientifiques, et une histoire des populations, des populations sédentaires et nomades, qui ne dépendent pas directement du climat pour les sédentaires, tout simplement parce que l'irrigation, la grande irrigation, vient s'interposer entre les deux. Et donc ce n'est pas la variation du climat qui va changer les apports en eau directement, parce que souvent cette eau, elle vient des glaciers, par exemple, et non pas de la pluie, pas de la neige, etc. L'Asie centrale, et inversement, je montre que, paradoxalement, et ça c'est quelque chose que l'on trouve nulle part, ce sont les populations pastorales qui sont beaucoup plus affectées directement par les variations du climat. Tout simplement parce qu'un agriculteur reconstituera son stock de semences en une année, un éleveur reconstituera son troupeau en 8 ans. Donc les conséquences sont démesurées pour les pasteurs. Je montre aussi, dans cette perspective de longue durée, que la juxtaposition de populations sédentaires dans les oasis et nomades est en fait fractale à l'échelle de l'Asie centrale. Ce n'est pas seulement le nord nomade et le sud dans les oasis sédentaires. Bien au contraire, on trouve des nomades à toutes les échelles, dans les montagnes, sur les périphéries des oasis, dans toute l'Asie centrale, et inversement, on trouve de l'agriculture dans la steppe, quelque chose qui est très peu connu. Voyez, donc, je tente dans une première partie de présenter une histoire de longue durée des rapports entre déterminisme environnemental et population, et les deux grands modes d'exploitation que sont les populations, le pastoralisme et l'agriculture, et toutes les formes intermédiaires entre les deux. Le début de la chronologie, pourquoi 300 ?
Tout simplement parce que, à partir de 300, va avoir lieu, en Asie centrale et depuis l'Asie centrale, un événement qui va marquer l'ensemble de l'Eurasie, c'est le début des grandes invasions. Je fais partie de ceux qui ont tenté de prouver qu'il y avait effectivement un épisode immigratoire qui part de Mongolie occidentale et qui va déferler sur l'Asie centrale et qui va arriver jusqu'ici. C'était peut-être ici que Attila négociait avec Sainte-Geneviève pour la sauvegarde de Paris, ici même. Nous sommes en dehors de la muraille, c'est tout à fait possible. J'ai organisé d'ailleurs à l'école un colloque, il y a 3 mois, sur les liens entre ADN, archéologie et texte autour de cette question des migrations. Ces migrations d'Asie centrale vont donc concerner l'Europe, mais aussi ils vont surtout concerner l'Asie centrale et vont réorganiser l'ensemble des terroirs. Encore une fois, c'est une approche d'histoire économique, en de multiples châtaigneraies. Vous connaissez les ouvrages de Toubert sur l'Incastellamento en Italie au Xe, XIe siècle. C'est un peu ce qu'on voit en Asie centrale, avec les terroirs qui sont partagés entre plein de petits maîtres nomades qui vont réorganiser les systèmes d'irrigation, les systèmes urbains, etc., et qui vont conduire à une très grande richesse de l'Asie centrale à partir du 5e siècle et jusqu'au 8e siècle. C'est l'apogée de ce qu'on nomme la route de la soie. Alors le terme n'a pas de valeur scientifique, route de la soie, mais il est parlant, et en fait, il correspond partiellement à une certaine réalité, une partie de cet essor économique commercial qu'on pourrait nommer aussi la globalisation archaïque. C'est un autre aspect de l'apport de l'Asie centrale, une histoire plus générale de l'Ancien Monde. Je décris dans l'ouvrage en détail le grand commerce caravanier, à une époque où, pour la dernière fois de son histoire, il est plus important que le commerce maritime. À partir du 8e siècle, c'est le commerce maritime musulman qui va être prééminent. Cette route de la soie est peut-être pas si mal nommée que ça parce que, en bonne partie, elle n'est pas commerciale. Elle est liée aux efforts coloniaux de l'Empire chinois qui va payer son armée en rouleaux de soie, qui va payer ses administrateurs en rouleaux de soie lorsque l'Empire chinois va conquérir l'Asie centrale. La soie est une monnaie en Chine. Le rouleau de soie, c'est le billet de 500 €, le billet que vous n'avez jamais vu. C'est avec celui-ci qu'on paye les grosses transactions. Et donc, ce commerce caravanier va naître de l'exploitation de cette manne apportée par la colonisation chinoise en Asie centrale. Enfin, il ne va pas naître, mais disons qu'il va utiliser cette manne issue de la colonisation chinoise. Il est encastré dans la vie politique chinoise, mais il est aussi encastré dans la vie politique de la steppe, car la Chine paye des tributs monstrueux aux nomades de la steppe qui menacent son flanc nord, et les nomades de la steppe vont réexporter, par l'intermédiaire des marchands d'Asie centrale, cette manne, ce tribut, dans l'ensemble de l'Eurasie. Ces nomades, ce sont les Turcs. Les Turcs sont en Mongolie à l'époque, ils ne sont pas en Turquie. Et les Turcs sont l'empire légitime, du point de vue de toutes les puissances centra-asiatiques, l'empire charismatique dont les rois locaux reconnaissent la suzeraineté. La Chine s'intéresse à l'Asie centrale en raison de sa richesse, mais d'autres empires vont s'y intéresser. L'empire arabe, qui arrive à partir du milieu du 7e siècle, va conquérir tout l'ouest de l'Asie centrale en un siècle, et tardivement, à partir du 8e siècle et au 9e siècle, l'empire tibétain partit de Lhasa. Ces routes commerciales, ces circulations vont aussi favoriser d'innombrables diffusions de personnes, de savoirs, de techniques, depuis la technique du verre en passant par celle de l'acier ou celle du papier, sans compter celle de la soie elle-même, et vont permettre aussi la diffusion des grandes religions. C'est la deuxième grande période de diffusion du bouddhisme, après l'Antiquité, une époque où il va atteindre des régions au nord qui n'avaient jamais atteintes auparavant, mais aussi, bien entendu, de religions missionnaires comme le manichéisme ou le christianisme, ou encore de diffusion du judaïsme, et bien sûr, de processus d'islamisation à l'ouest, dont je traite en détail. Je traite à chaque fois des groupes sociaux et des forces économiques qui permettent ces diffusions. Enfin, et c'est la dernière partie, j'explique comment cette Asie centrale qui circule, qui est une Asie centrale de réseau, fondamentalement, un espace de relations, va s'écrouler en un siècle
à partir du milieu du 8e siècle, entre le milieu du 8e siècle et le milieu du 9e siècle. Comment vont se former des blocs assez cohérents d'un point de vue commercial, d'un point de vue technique. Un certain nombre de techniques, par exemple, la technique de la porcelaine ne va pas migrer, ou de l'imprimerie ne va pas passer de la Chine à l'ouest, alors que la technique du verre, de l'acier, du papier, de la soie était passée durant la période précédente. Donc il y a une sorte, un partage de blocs à base religieuse, économique, technique, etc. Et on entre dans une nouvelle période de l'histoire de l'Asie centrale que je ne traite plus, hein, mais une Asie centrale qui, somme toute, ne sera réunifiée que brièvement au moment de l'Empire mongol et qui, surtout, ne retrouvera jamais ce rôle de lieu de passage pour l'ensemble de l'Eurasie. On passe, à partir du 8e siècle, comme je l'ai dit, dans le cadre d'une globalisation musulmane, antérieure à la globalisation européenne, et qui est une globalisation maritime. Voilà, en gros, les enjeux, un certain nombre de thèmes dont je traite dans cet ouvrage. Il s'agit d'une tentative totale, oui, d'aborder un espace qui est très peu connu et qui est gigantesque sur un temps très long, tout en tentant de rendre l'ensemble abordable. Alors, cette synthèse est d'une certaine manière très tardive par rapport à la production historiographique sur l'ensemble de l'Eurasie. Dans la plupart des champs historiographiques voisins de l'Ancien Monde, antique ou médiéval, le travail de soubassement, de synthèse, de fondation d'une historiographie qui soit proprement historique a été depuis longtemps accompli. En Chine, par exemple, vous avez de très nombreuses synthèses qui vous donneront successivement l'état de l'art de nos connaissances sur l'ère culturelle chinoise. Et d'ailleurs, je salue la publication, mais tu l'as déjà dit, donc récente de l'ouvrage de Pablo sur le Haut Moyen-Âge chinois aux belles lettres. Et la même chose peut être dite pour l'Inde, pour l'Iran, pour Byzance, etc. Et bien sûr, a fortiori, pour l'Europe occidentale. Il y a une densité historiographique, une masse historiographique extrêmement importante, et ce n'était absolument pas le cas pour l'Asie centrale. Il n'y a pas de synthèse tentée, c'est la première synthèse tentant de traiter l'Asie centrale d'est en ouest. Il y a des synthèses partielles, parfois par région, ou sur certains aspects, certaines religions, par exemple, etc., mais tentant de traiter de tous les aspects comme un ensemble, tentant de les articuler dans une approche cohérente les uns avec les autres, et tentant d'explorer chacune des sources. Et ce retard est très paradoxal, en fait, car l'Asie centrale est centrale. Elle est voisine de très nombreuses aires culturelles dans lesquelles on a une production de l'écrit, une production écrite extrêmement importante, qui décrivent en partie l'Asie centrale. Je vous ai parlé de ces corpus arabes, chinois, etc. Et ça a été aussi le lieu d'une exploration archéologique d'extrêmement grande qualité, qu'elle soit soviétique ou russe. Je salue la présence de Pavel Laurier, le fouilleur de Penjikent dans le public. Chinoise ou française, Franz Grenel, le directeur des fouilles de Samarcande, est ici, et c'est cette fouille de Samarcande qui m'a introduit à l'Asie centrale et au terrain. Les manuscrits rapportés d'Asie centrale, il y a un siècle, ont donné naissance à toute une érudition sinologique ou iranologique, avec par exemple à Paris les travaux de Jacques Gernet, ici même, ou d'Éric Trombert. Une synthèse ne peut être écrite qu'à partir du moment où on a une sorte de masse critique de données. Et je crois que cette masse critique n'a été atteinte que très récemment en Asie centrale, en particulier pour tout ce qui était accès au terrain, tout simplement parce que il a été interdit jusqu'à il y a une trentaine d'années. Donc nous ne sommes pas, par rapport à tous ces champs voisins, nous ne sommes pas du tout au même point de la trajectoire historiographique. Nous sommes à un stade très, très précoce. Il y a, et moi j'ai eu la chance, je suis rentré dans le champ au bon moment, juste au moment où l'Asie centrale s'ouvrait, mais c'était une chance extraordinaire. Il y a une seconde raison qui, je crois, est tout aussi déterminante dans le fait que cette synthèse vienne tard. C'est le cloisonnement historiographique et méthodologique. Pablo ne va pas me démentir, il faut une vie entière pour maîtriser l'historiographie chinoise et le chinois. Il faut une vie entière pour maîtriser l'historiographie grecque et le grec. Pareil pour l'arabe, pareil pour la littérature bouddhique, la littérature indienne ancienne. Il y a une complexité, des temps d'apprentissage qui sont gigantesques. C'est toute la problématique des aires culturelles dont nous avons déjà parlé souvent dans l'école. Or, la plupart des sources traitant de l'Asie centrale viennent de civilisations voisines. Alors comment faire? Comment écrire une synthèse alors qu'il faut une vie entière pour approcher un seul de ces corpus et que j'ai 20 corpus?
Je n'ai pas 20 vies, malheureusement, contrairement au chat. Et au fond, c'était un pari qui était impossible à réussir devant tant de langues et de techniques. Et je dois parler ici un peu de moi, de ma formation. Un aspect absolument central dans mon positionnement historiographique a été d'acter cette impossibilité. Le fait de savoir du chinois, mais ne pas prétendre savoir le chinois. Le fait de savoir de l'arabe, mais ne pas prétendre savoir l'arabe. Le fait de participer et d'organiser même des expéditions archéologiques, mais de ne pas être un archéologue professionnel. J'étais en Mongolie l'été dernier, j'y repars l'été prochain. Donc un positionnement qui me fait participer à chacun de ces domaines, dans lequel je ne suis pas reconnu comme un spécialiste, je ne suis pas invité au congrès d'iranologie, mais dans chacun desquels, du moins, néanmoins, j'ai produit des données. Ce qui me donne accès non seulement à des repères, des pratiques et un certain nombre de connaissances, mais pas à toutes. Et ce qui m'a été permis, entre parenthèses, par un travail de temps long dans cette école, avec le temps et la capacité de ne pas avoir des cursus à respecter, des programmes, etc., des disciplines. C'est le premier point. J'ai tenté de transformer les difficultés objectives de l'objet centra-asiatique en fondant l'ouvrage sur une circulation entre les domaines, une histoire à parts égales, pour reprendre une formule, qui ne privilégie pas un tel ou tel corpus, puisque justement, je n'avais pas de formation poussée dans aucun de ces domaines. Et le second point, organisant tout cela, et comme moyen de compenser ces lacunes, cela a été les instruments de l'historiographie occidentaliste. Cet ouvrage est une tentative massive et éhontée d'importation de tous les instruments, de tout le sac d'outils de l'histoire ancienne et médiévale dans le champ de l'histoire de l'Asie centrale. J'utilise ces renseignements croisés de ces multiples corpus, mais en utilisant les instruments beaucoup plus avancés fournis par l'histoire médiévale. J'ai commencé comme un historien médiéviste, jusqu'en DEA, et la grecque, etc. Et donc je suis arrivé en Asie centrale avec ces instruments, et qui m'ont été extrêmement utiles. Par exemple, je vais croiser une source religieuse zoroastrienne d'Iran avec un texte chinois décrivant les armées du nord-est de la Chine pour une histoire sociale des formes militaires centra-asiatiques. Je vais croiser un renseignement sur la dynastie sacrée des Turcs avec la description d'un mariage hypergamique en Irak pour comprendre les véritables hiérarchies au sommet du pouvoir abbasside. Donc ce n'est pas seulement la masse de données ou l'ouverture de l'Asie centrale, c'est aussi petit à petit tous ces petits croisements qui ont fait que je me suis retrouvé avec une masse suffisante de liens, de nouveaux faits, de nouvelles observations, de nouvelles hypothèses vraisemblables qui prenaient sens ensemble. Cela m'a permis de reconstituer un tissu, de compléter des manques, de faire un patchwork vraisemblable, en utilisant les travaux existants, mais en tentant assez souvent d'aller au-delà. Alors ce tissu reste extrêmement lacunaire, bourré de trous, il y a certainement plein d'erreurs, mais j'espère, disons, que globalement, ils tiennent. Et pour conclure, je dirais que, au fond, j'ai visé un triple public. Tout d'abord, les étudiants avancés. J'espère que tous les collègues travaillant sur l'Eurasie, pas seulement sur l'Asie, mais l'Eurasie de cette période, ancienne et médiévale, voilà, diront à leurs étudiants que pour tout ce qui est influence centra-asiatique, pour tout ce qui est transfert, lien entre régions, il faut commencer par lire ce livre. Le deuxième public, ça a été les collègues travaillant sur l'Asie centrale, parce qu'il y a en fait dans ce livre d'innombrables hypothèses qui sont de nouvelles observations, de nouvelles données. Par exemple, une demi-page sur l'origine du persan, mais en prenant un point de vue qui n'avait jamais été proposé, par exemple celui d'une origine militaire du persan, et non pas d'une origine dans les hautes cours aristocratiques. Enfin, peut-être un apport, je crois, plus général à la réflexion historique. Cette façon de faire passer des outils d'un champ à l'autre, qui permet de valider ou non ces instruments, et qui permet d'en ajouter d'autres, d'ajouter d'autres instruments conceptuels. Je pense ici à la notion d'État, totalement renouvelée par le modèle de l'État nomade, extrêmement différent. Je pense aussi à la notion d'Ortac, qui est un concept mêlant grand commerce, ambassade, intégration aux élites nomades, et qui fait que la soie chinoise sera distribuée à l'ensemble de l'Asie, deviendra un capital commercial qui n'existe pas dans l'historiographie occidentale. Donc, c'est à la fois une zone de test pour la pertinence des concepts forgés en Occident, et aussi une zone de création de nouveaux concepts qui peuvent être utiles. Et enfin, peut-être aussi une réflexion
dans le cadre tellement contraignant de l'environnement de l'Asie centrale, pour montrer qu'il y a des espaces de résilience et des espaces de déterminisme qui sont tout à fait différents de ce qu'on peut voir en Asie orientale ou en Europe occidentale. Un espace de résilience grenu plutôt que continu. Voilà, donc c'est pour tout cela que j'espère que vous lirez ce livre. Il est ardu, il y a plein de noms, c'est difficile, et j'espère pourtant qu'il vous plaira, et même si en courant ainsi après 3 lièvres, je risque de n'en avoir attrapé aucun. Je vous remercie. Merci beaucoup, Étienne. Donc, on va commencer avec Lauriane, comme annoncé. Hein. Lauriane, je vous en prie. Hein. Alors, c'est pour moi un grand plaisir de me trouver ici parmi vous pour discuter de ce livre d'Étienne, que je remercie de m'avoir invité, ainsi que tous les collègues de l'EHESS. Et je trouve effectivement que cette formule de voix au chapitre est vraiment très, très intéressante et très réussie. Alors pour commencer, avant d'entrer dans le livre, dans les contenus, je voulais quand même souligner la qualité matérielle du livre, je te l'emprunte, avec ces lettres dorées, les petits chameaux qui ouvrent les parties, les cartes, très utiles de part et d'autre dans le pli de la couverture. Et puis, c'est vrai que j'ai écrit un atlas du monde hellénistique et j'étais particulièrement sensible aux cartes de l'ouvrage qui rendent vraiment bien compte des démonstrations ou les appuient de manière très efficace. Par exemple, la carte qui permet de visualiser le commerce et le commerce sur la route de la soie, en fait, est vraiment très, très, très intéressante. Alors je pense qu'on a bien compris en t'écoutant, Étienne, que écrire ce livre était un défi, et je pense que tu l'as brillamment relevé. L'objectif un des objectifs en tout cas, était de traiter sous une forme synthétique finalement d'un espace qui va de la mer Caspienne à l'ouest, au désert de Gobi à l'est, et d'en montrer la globalité, finalement de montrer que cet espace a existé comme un espace unitaire, partageant un ensemble de traits communs et qui permettent de le désigner finalement comme Asie centrale. À l'époque sur laquelle je travaille, je ne suis pas certaine qu'on puisse faire la même chose. Peut-être, mais je ne suis pas certaine que cet espace existe comme il existe dans ton livre. Tu parviens à écrire une histoire globale, à dégager des lignes structurantes qui se manifestent sur la longue durée, mais tu parviens aussi à restituer toute la complexité des phénomènes, toute la singularité des différents territoires qui composent l'Asie centrale. Et je trouve que c'est une vraie performance. Vraiment une force de cet ouvrage. Alors c'est vrai que ça le rend aussi un peu difficile à lire, mais c'est de ne jamais simplifier, de montrer tout le temps les nuances, les évolutions, les strates, et c'est un mot que tu aimes bien, on le retrouve sans arrêt en fait, les différentes strates qui construisent les phénomènes que tu étudies. Or, il faut voir, et je pense qu'on l'a bien perçu en t'écoutant, que les sources elles existent, mais elles sont extrêmement fragmentées, dispersées, en un grand nombre de langues pour les sources écrites. Et donc écrire ce livre impliquait de maîtriser tout ce matériau, et c'est le cas en fait, en s'appuyant en plus sur une connaissance vraiment intime et concrète des territoires eux-mêmes. Alors produire un tel livre impliquait aussi de prendre des risques, car comme tu l'as dit, il n'est pas possible de tout maîtriser à la perfection, et les sources que tu utilises ne permettent pas non plus d'aboutir à des conclusions assurées. Donc le travail peut sembler imparfait, mal assuré, partiel, et donc par là critiquable, à la merci aussi de nouvelles découvertes qui peuvent du jour au lendemain tout remettre en question. Et là, la prise de risque est maximale en fait. Mais c'est aussi ce qui produit les grands livres. Alors si cette Asie centrale existe, à te lire finalement, c'est en grande partie en raison des routes et des circulations qui connectent tous ces différents
espaces, les différentes composantes en fait de cette Asie centrale. Et c'est grâce à la mise en communication que c'est la connexion, les contacts aussi que ces routes permettent. D'ailleurs, donc l'ouvrage porte le très beau sous-titre des routes et des royaumes, qui rend bien compte de ça et qui est emprunté aux géographes arabes. Finalement, c'est ce réseau de routes, de communication qui fait exister l'Asie centrale et qui permet de le penser comme une entité, qui n'est pas seulement géographique, en fait. Et ton livre, en fait, m'a fait penser à un ouvrage qui a fait date dans les études sur la Méditerranée, qui a été publié en 2000 par Peregrine Horden et Nicolas Purcell, The Corrupting Sea, A Study of Mediterranean History, et donc ces deux auteurs concevaient l'espace méditerranéen comme un espace fractionné en une multitude de micro-régions, caractérisées chacune par des conditions climatiques, des conditions géologiques différentes, des micro-régions aussi dont l'environnement était transformé par les activités de ces populations, mais des micro-régions reliées entre elles par un flux de circulation, une connectivity, pour reprendre ce mot qui est en fait connectivité, est un anglicisme, donc j'ose pas, mais bon, je l'utiliserai ensuite. Et finalement, ce sont ces flux qui construisent, d'après eux, l'espace méditerranéen, conçu comme un vaste réseau de circulation et de relations à différentes échelles. Et ce travail ensuite a inspiré un autre livre de Irad Malkin, Small Greek World, Networks in the Ancient Mediterranean, qui est paru en 2011. En Asie centrale, elle est bien sûr terrestre, mais elle est tout aussi fractionnée en micro-régions et peut-être encore davantage, en oasis, en terrains de pâture qui sont séparés par des montagnes infranchissables ou des fleuves aussi très difficiles à franchir, et micro-régions donc, qui sont parcourues par des routes. Et je me demandais si ces ouvrages t'avaient inspiré, parce qu'en fait, vous êtes très proche dans la conceptualisation d'un espace. Ce monde centra-asiatique que tu décris, c'est aussi un monde en mouvement, qui est créé par mouvements créés par de multiples interactions. Tu mets en évidence le flux et les reflux des empires qui se sont succédés, qui ont contrôlé des parties plus ou moins importantes de cet espace, mais en montrant comment chacun a façonné les territoires par leurs pratiques de domination, par leurs pratiques de gouvernement, et comment ces pratiques ensuite ont été transmises aux successeurs et partiellement réinterprétées. Tu l'as dit, et j'ai trouvé aussi ça très convaincant. Tu nous invites à repenser notre concept d'État moderne pour comprendre le fonctionnement des pouvoirs nomades. Dans ton livre, il est très fréquemment question d'interaction, d'interface avec strates. C'est les mots qui reviennent le plus souvent, en fait. Et notamment interaction, interface entre sédentaires et nomades. Et je pense que ça, c'est vraiment un point très, très intéressant dans ton livre, de montrer que leur monde respectif, sédentaire, nomade, n'était ni juxtaposé, ni opposé, mais en symbiose et en constante interrelation. Et ce qui est intéressant, c'est que tu montres que c'est lorsque ces interactions étaient menacées, qu'elles étaient affaiblies, et souvent par des causes exogènes. Donc c'est quand ces interactions sont menacées que finalement ce système centra-asiatique, si on peut utiliser cette expression, ne fonctionne plus très bien. À l'inverse, les périodes de grand développement correspondent à des moments où ces relations donc sédentaires-nomades sont fluides. Le commerce de la soie ce qu'on appelle finalement le commerce le long de la route de la soie est un bon témoignage de ça, puisque il profite finalement très bien de la possibilité pour les pouvoirs nomades d'écouler des richesses qu'ils obtenaient grâce aux tribus, en profitant des réseaux des marchands sogdiens qui jouaient les rôles d'intermédiaires. Et comme les Sogdiens jouaient aussi le rôle d'intermédiaire avec les élites chinoises, permettaient la redistribution des richesses
notamment quand ces richesses sont dépensées par le pouvoir chinois dans les territoires coloniaux pour payer finalement la domination. Donc ces Sogdiens jouaient le rôle d'intermédiaire avec différentes composantes, et c'est dans ces interfaces, finalement, que ces interactions qui permettent le grand développement de ce commerce. L'activité des marchands sogdiens permettait de connecter entre eux des réseaux économiques et des circuits différents. Donc, finalement, ton approche, et tu l'as dit, c'était intéressant pour moi de t'entendre, ton approche est très politique et sociale. Et c'est d'ailleurs, c'est une caractéristique générale, en fait, de ton livre, et qui n'est pas étonnante en ces lieux. Mais finalement, moi, j'ai compris que finalement, le poids économique de ce commerce caravanier était assez limité, et qu'il était surtout rentable pour les produits de luxe, donc au prix élevé, et en raison de l'impossibilité à transporter des produits à bas coût sur de longues distances. Donc ça, ce sont les interactions plutôt politiques, économiques. Tu évoques aussi les interactions religieuses, et j'ai trouvé particulièrement intéressante ton hypothèse que la prééminence du dieu Weshparkar, le dieu du ciel et de l'orage chez les couchants, et ensuite la prééminence du culte du ciel chez les Sogdiens, et non celle du feu, comme on pourrait s'y attendre, résulte d'interactions avec les nomades qui vénéraient le ciel, le Tengri. Donc là aussi, très intéressant pour ce qui concerne les interactions religieuses. Mais en revanche, tu n'étudies pas beaucoup, à mon sens, les interactions telles qu'elles sont révélées par la culture matérielle. Alors je l'ai compris finalement en t'entendant, mais donc ces interactions révélées par la culture matérielle, révélées par les formes artistiques. Alors que quand on parle d'interaction et de contact, c'est souvent cette documentation matérielle fournit une porte d'entrée privilégiée. Ces documents ne manquent pas, donc je me suis demandé s'il y avait une raison particulière à cela, mais tu as finalement répondu. Enfin, tu pourras... je voudrais aussi revenir sur le choix de terminer le livre en 850, qui m'a interrogée, puisque finalement la période qui va de 750 à 850 correspond à la mise en place d'un monde qui est très différent de celui que tu traites, avec de nouveaux acteurs, les Arabes, les Tibétains, les Ouïghours. C'est un choix qui t'oblige à développer des questions comme l'islamisation, des phénomènes de conversion, et tu y passes beaucoup de temps. Alors c'est des questions importantes et intéressantes, mais pour moi c'est quand même une autre Asie centrale. Donc ça m'a un petit peu gênée, mais j'ai trouvé ton choix quand même très judicieux, puisqu'il permet de faire apparaître très bien les phénomènes qui caractérisent l'Asie centrale de l'époque d'avant, en fait, jusqu'en 750. Puisque tu montres qu'entre 750 et 850 se produit l'éclatement du réseau global qui formait l'Asie centrale et qui, justement, permettait ces interactions dont je parlais tout à l'heure. Donc le monde centra-asiatique se fractionne et finalement n'existe plus en tant que tel. Donc, du coup, on comprend mieux pourquoi il a existé précédemment. Finalement, ce monde reposait beaucoup sur l'activité des Sogdiens, qui, du fait de leur positionnement à différentes interfaces, permettaient d'articuler entre eux différents réseaux de connectivité. Donc, le rôle des Sogdiens est, il me semble, crucial, ce qui m'a d'ailleurs conduit à m'interroger sur les éléments qui permettent de définir l'identité sogdienne, dont tu ne parles pas beaucoup, en fait. Enfin, il m'a semblé. Qu'est-ce qu'il définit un Sogdien quand il n'existe pas d'État sogdien ? Et surtout, est-ce que leur rôle dans la mise en place de ce réseau, et la mise en place et le maintien de ce réseau global, est-ce que le rôle des Sogdiens a eu un impact, finalement, sur la construction de l'identité sogdienne ? Je pose la question parce que c'est la thèse du livre de Irad Malkin, dont je parlais tout à l'heure, qui, pour ce qui concerne l'identité grecque, il a cherché à montrer que cette identité se serait construite au fil des interactions multiples dans l'espace méditerranéen
au sein du fait des interactions entre les communautés grecques donc installées dans l'ensemble de cet espace, et également interaction entre ces communautés grecques et les communautés qui ne l'étaient pas. Et finalement, ce monde centra-asiatique unitaire, global, façonné par la connectivité, finalement a-t-il réellement existé? Je me suis posé la question. Ne s'agit-il pas surtout d'un monde des élites politiques, sociales? Donc finalement, qu'en est-il des autres catégories de la population qui se préoccupaient surtout de quoi vivre et qui étaient engagées dans des échanges locaux? Pour ces individus, donc l'horizon premier, c'est leur communauté, et chaque communauté avait sa propre trajectoire. En Méditerranée, donc dans l'ouvrage dont j'ai parlé tout à l'heure, de Purcell et Orden, la connectivité entre micro-régions résultait principalement de la possibilité d'échanger par la mer et d'échanger des produits à bas coût, des produits de nécessité. Quand dans une région en crise manquait de ces produits, il était possible d'en trouver par le commerce. Et c'est ça qui fait l'espace méditerranéen pour eux. C'est différent pour le commerce caravanier, dont la majorité des populations d'Asie centrale, finalement, dépendaient assez peu. Donc, je me suis demandé quelle était la proportion des populations centra-asiatiques qui étaient touchées par ce qui constitue le cœur de ton ouvrage, donc cette connectivité et ces interactions. Merci beaucoup, Lauriane. Eh bien, écoute, non, je ne connais pas ces livres. Le titre de l'un, Small Quick World, me dit quelque chose, mais je ne les connais absolument pas. Donc je suis ravi d'être un peu moins archaïsant que je ne pensais, parce que moi, je vous ai parlé des années 50, 60, 70. Là, j'ai des ouvrages des années 2000, 2010. Je suis presque à la pointe du progrès. Donc voilà, je les lirai. Hein, je ne les connais pas. Le parallèle entre la Méditerranée et l'espace centra-asiatique a été fait. Tu sais, on surnommait les Sogdiens, les Phéniciens des caravanes, en fait. On a déjà fait ce parallèle, mais je pense que ta remarque finale est tout à fait exacte. C'est-à-dire que la grande différence, mis à part les périodes de clôture en hiver de la Méditerranée, la grande différence, c'est le commerce de gros, c'est le commerce de blé, c'est le fait que la mer Noire est, depuis 2000 ans, plus de 2000 ans, le grand point de transit du blé pour l'ensemble de l'Europe méditerranéenne. On n'a pas ça du tout pour l'Asie centrale. Le commerce est effectivement un commerce qui ne peut exister que pour l'ultra-luxe, pour les vésicules de musc, pour les rouleaux de soie, qui a un pouvoir d'achat énorme au mètre cube, si tu veux. Il y a au Proche-Orient, on sait, du transport caravanier par chameau de blé, mais sur des distances de 50 km, 200 km. Sinon, ce n'est pas rentable. Quand vous avez entre Khotan et Dounrang, vous avez 2000 km de pistes caravanières, et c'est pourtant l'oasis d'à côté, enfin l'oasis voisin. Vous ne pouvez pas faire absolument, vous ne pouvez transporter aucun produit pondéreux. En revanche, il y a quand même un point sur lequel on peut considérer que ces communautés locales sont impactées. Alors peut-être pas directement par ce grand commerce caravanier. Il y a une étude sur Tourfan, qui est un des grands oasis caravaniers, où on montre très bien que, somme toute, le pourcentage de la population qui était touchée était faible. Mais la présence de nomades se déplaçant sur des réseaux de 50, 100, 500 km, en revanche, ce sont des communautés locales, au sens où elles sont tout à fait la vie ordinaire des pasteurs. Elles étaient directement impliquées dans ces déplacements, dans ces mouvements de biens, etc. Et les évolutions politiques liées, par exemple, à l'Empire chinois, le fait qu'il met en place des marchés frontaliers, avaient des conséquences là, dans la grande politique d'occupation de l'Asie centrale par la Chine. Là, on avait des conséquences directes et la soie faisait partie de ces échanges dans ces marchés locaux. Enfin, voilà. Alors, je n'ai pas parlé beaucoup de la culture matérielle, tout simplement parce que c'est un océan. Il existe en russe une collection sur l'Asie centrale orientale, le Xinjiang actuel, qui tente éléments d'architecture, tissage, enfin
structure en bois, structure en terre crue, etc., qui tentent d'explorer tout ça. Mais voilà, c'est déjà un gros livre. Je ne pouvais pas, et simplement, j'ai une limite de mon incompétence aussi. En revanche, sur 750-850, ça j'y tiens. Parce que sinon, je fais du pré-islamique. Je coupe. C'est tellement... Tout mon positionnement, ça a été de ne pas couper. Et c'est pour ça que je suis content d'être dans cette école. C'est le fait qu'on puisse ne pas couper, ne pas trancher, ne pas respecter des cursus, ne pas... Voilà. Je pense que ces oppositions entre corpus, il y a les sinologues d'un côté, les arabisants de l'autre, les turcologues, les iranologues, le pré-islamique et l'islamique, etc. Je pense que c'est extrêmement nuisible. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas comprendre ce qui se passe en Asie centrale si on reste dans le cadre de ces coupures. Donc j'ai très volontairement... Ça aurait été tellement plus simple pour moi de ne pas traiter l'Empire tibétain. Je ne sais pas un mot de tibétain. Voilà, je dois vous le dire. Je ne sais pas un mot de tibétain. Mais ça aurait été effectivement tellement plus simple. Mais voilà, c'était reproduire une coupure dont je pense qu'elle est historiographiquement, méthodologiquement, extrêmement nuisible, comme si l'histoire se découpait en tranches, et qu'on pouvait traiter de l'histoire d'une région connectée en utilisant un seul corpus ou un seul type de source, etc. etc. Voilà, j'ai donc vraiment... C'est tout à fait volontaire d'aller au-delà de cette coupure. Super, merci. Étienne, alors on ne va pas te demander combien de langues de ces 23, je crois, tu as dit, hein, tu parles ou tu comprends. Mais non, je veux pas, non, on n'est pas ici pour examiner. Écoute, merci beaucoup. Hein. On passe tout de suite à Pablo, qui va peut-être poser aussi des questions de ce genre. Alors vas-y. Vas-y, Pablo. Bon, merci beaucoup de m'avoir invité à cet événement. Bon, je voudrais d'abord dire que je suis très content de pouvoir discuter le livre d'Étienne. Je suis content parce que ce livre marque toute évidence un avant et un après dans l'étude de l'Asie centrale et que cette discussion, aujourd'hui, m'a donné la possibilité de le lire et d'y réfléchir en profondeur. Mais je suis également content parce que j'ai trouvé dans ce livre, dans le livre d'Étienne, une sorte de complémentarité paradoxale avec mes propres travaux sur la Chine médiévale. Pourquoi est-ce que cette complémentarité entre nos démarches serait paradoxale? C'est parce qu'il me semble que cette complémentarité émerge précisément de la différence des conjonctures dans nos domaines respectifs de recherche, celui de la Chine médiévale dans mon cas, celui de l'Asie centrale dans le cas d'Étienne. Alors je voudrais expliquer comment je vois cette complémentarité paradoxale entre nos travaux. Au moment où Étienne écrivait ses livres sur l'Asie centrale, moi j'écrivais le livre qu'Étienne et Reinhard ont eu la gentillesse de mentionner sur le haut Moyen-Âge chinois, c'est-à-dire sur l'Asie de l'Est entre le 3e et le 6e siècle de notre ère. Je couvre la moitié de la période d'Étienne, mais plus à droite sur la carte. L'un des buts de mon livre était de contester une idée qui reste très répandue dans la recherche, la langue chinoise, japonaise, même langue occidentale, c'est l'idée que cet espace que nous appelons Chine aurait été une unité culturelle cohérente, y compris pendant cette période de fragmentation politique, et que cet espace était donc pour cette raison destiné à faire partie d'une unité étatique. Alors il est vrai qu'au début du IIIe siècle de notre ère, une partie de l'espace chinois était encore gouvernée par un empire immense, l'empire des Han, qui avait alors duré plus ou moins 4 siècles. Mais en 220, cet empire s'écroule, il se divise en 3 royaumes, et au IVe siècle, des élites nomades issues des frontières des Han, dont l'Asie centrale, entre autres, et la Mongolie, se partagent les territoires et instaurent une vingtaine d'empires, plus ou moins, certains plus attachés aux traditions de l'ancien empire des Han, d'autres plus proches précisément des traditions politiques de l'Asie centrale. Rien n'annonce alors que cet espace, qui a une taille comparable à celle de l'Europe, allait redevenir une unité politique au VIe siècle. Or, lorsque j'ai lu le livre d'Étienne, moi j'ai découvert qu'il a dû relever un défi très différent du mien, même contraire. Dans son cas, il fallait expliquer la cohérence d'un espace très hétérogène. Alors je ne sais pas si cela obéit, en fait je sais maintenant parce que je l'écoute, si ça obéit à un positionnement dans son champ et à des discussions qui sont menées dans son champ, mais en tout cas, il devait montrer que malgré la diversité démographique, politique, religieuse, linguistique de cette région, cette Asie centrale était un espace avec des caractéristiques et des dynamiques qui lui étaient propres. Et c'est précisément cette démarche unitaire, différente de la mienne,
qui lui a permis d'identifier des particularités et des régularités dans les institutions qui sont émergées, les institutions sociales et politiques qui sont émergées dans la région au cours de cette période. Donc en gros, moi je voulais contester mon unité d'analyse, la Chine, et lui il voulait renforcer la sienne, Asie centrale. Et c'est là où l'on voit cette complémentarité paradoxale entre nos recherches, c'est qu'en sortant du cadre purement chinois, mon cas, mais aussi en étudiant les particularités régionales de cette Asie centrale, le cas d'Étienne, on voit que l'histoire chinoise, et là c'est ma perspective, depuis au moins le IVe siècle, se rapproche plus que jamais auparavant de l'Asie centrale. Et dans certains cas, on peut même dire que la Chine est traversée par les mêmes dynamiques centra-asiatiques qu'Étienne décrit dans son livre, que j'ai malheureusement lu après la publication de mon livre, mais bon, c'est pas grave. On continue, ça continue. Donc je vais donc donner quelques exemples de cette transversalité entre l'Asie centrale et la Chine. Tout d'abord dans les domaines du répertoire politique, c'est la figure du Khan ou du Kagan. Au IVe siècle, la figure du Khan ou du Kagan devient si importante en Chine qu'elle va marquer l'histoire postérieure. On la retrouve bien sûr dans la Chine du Nord et de la période, depuis le IVe siècle, chez les Trang depuis le VIIe, chez les Mongols, non, c'est un grand empire euro-asiatique du XIIIe et XIVe siècle, et encore chez les Qing, dernière dynastie, et a gouverné la Chine, qui a gouverné jusqu'au XXe siècle. Donc, vous voyez, il y a une très longue histoire de cette figure du Khan, du Kagan. Alors, ce Kagan est une figure différente de l'empereur des Han, de cet ancien empire des Han, plus proche des confédérations steppiques et des méritocraties guerrières de l'Asie centrale et de la Mongolie que des administrations impériales attachées aux traditions confucéennes de l'ancien empire des Han. Alors, comme le montre Étienne dans son livre, cette figure du Kagan s'est construite depuis le IVe siècle entre les empires Xianpei du nord de la Chine, l'empire Zhoushan entre la Mandchourie et l'Asie centrale, l'empire turc qui s'approprie presque toute l'Asie centrale. Donc tous ces empires appartiennent à ce qu'Étienne qualifie de longue durée steppique, avec des techniques politiques issues d'une convergence entre tradition nomade, tradition politique nomade et tradition politique sédentaire. Donc dans ces domaines, l'histoire de la Chine est aussi l'histoire de l'Asie centrale. Deuxième exemple, qui est peut-être plus évident, c'est celui des religions missionnaires. Non, plusieurs chapitres consacrés à ça, surtout le bouddhisme, mais aussi le manichéisme et le christianisme. Dans le cas du bouddhisme, le mouvement s'est fait dans toutes les directions, et les moines et laïcs bouddhistes circulent en Asie centrale et en Chine depuis au moins le IIe siècle de notre ère. Étienne explique que le bouddhisme est du grand véhicule, Mahayana, il était marginal, ce type de bouddhisme était marginal en Inde, mais important en Asie centrale. Et donc, en passant précisément par ces filtres de l'Asie centrale, ce bouddhisme va s'emparer de la Chine, ces monastères vont changer les paysages ruraux et urbains, et ces moines et laïcs fournissent de nouveaux répertoires intellectuels, politiques, et je n'ai pas besoin d'expliquer l'importance du début de cette histoire du bouddhisme pour toute l'histoire chinoise jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, ce type de bouddhisme transformé dans ces expériences chinoises, il revient renforcé, encore une fois, en Asie centrale. Donc là aussi, on voit bien que l'histoire de la Chine est encore une fois l'histoire de l'Asie centrale. Mais le bouddhisme n'est pas le seul élément d'unité de ces espaces asiatiques ou même euro-asiatiques. Si l'on pense au christianisme sous sa forme nestorienne, au zoroastrisme, au manichéisme, mais aussi au confucianisme, on va trouver encore des convergences entre les empires centra-asiatiques et les empires de la Chine médiévale. Les royautés médiévales chinoises témoignent de cette convergence. Par exemple, lors des invasions Xiongnu dans le nord de la Chine, les invasions des Han. J'ai beaucoup aimé comment Étienne explique la connectivité précisément, non, la complexité de cette connexion Han qui va de la Chine jusqu'à l'Europe. Bon, voilà, on ne parle pas de ça, mais en tout cas, lors des invasions Xiongnu dans la Chine du IVe siècle, au début du IVe siècle, l'un des chefs les plus importants était né à Tashkent, provenait d'une famille zoroastrienne, et en s'emparant de la Chine, il se proclame roi céleste. Mais ce titre de roi céleste, qui est imprégné de la synthèse centra-asiatique entre tengrisme et zoroastrisme persan qu'Étienne décrit, ce titre-là, il était pris en chinois, traduit en chinois comme l'équivalent d'un titre d'une ancienne royauté, la royauté de Zhou, la royauté modèle de Confucius, et cela permettait à ces monarques d'associer les traditions politiques de l'Asie centrale avec les traditions confucéennes associées à l'empire des Han. Donc voilà quelques exemples de cette complémentarité paradoxale dont je parlais. Si l'on se débarrasse de la Chine comme unité d'analyse,
on retrouve tout de suite sa participation aux dynamiques de l'Eurasie, d'une Eurasie plus large, allant de Constantinople à Chang'an et traversée par les mêmes dynamiques qu'Étienne décrit dans son livre. Alors on comprend alors les limites des area studies, de cette façon d'organiser les études historiques depuis les années 1950 et surtout de la façon dont on a souvent organisé la division du travail historien sur la Chine. C'est que dans plusieurs domaines, la Chine et l'Asie centrale font partie d'un même ensemble, elles sont inséparables. Donc pour conclure, moi je voudrais poser 2 questions à Étienne. La première concerne la construction même de l'objet, et je pense que je rejoins certaines des questions, c'est où est-ce que l'objet Asie centrale finit, quels sont les contours de cet objet-là. C'est-à-dire, est-ce que l'Asie centrale correspond à un cadre historique qui découlerait de tes sources, que tu as cru voir sortir de tes matériaux, ou c'est plutôt l'héritage d'une habitude historiographique? Aucun problème pour moi, j'ai donné le titre à mon livre en suivant une habitude historiographique. Alors dans ton livre, on voit que les frontières de l'Asie centrale sont en même temps une source puissante de transformation régionale de cette région. Empire byzantin, sassanide, empire omeyyade et abbasside, empire des Sui et des Tang. Mais si les frontières, ou ce qu'on appelle ici les frontières de la région, sont si puissantes, est-ce qu'elles sont vraiment des frontières ou la frontière c'est plutôt l'Asie centrale elle-même? Donc voilà, est-ce qu'il y a une dynamique des frontières? Est-ce que c'est un espace de frontières que tu vois là? Et je pense que tu l'as dit à un moment dans ton livre. Deuxième question, c'est un peu lié à la première. Tu parles de cette globalisation centra-asiatique au cours de cette période que tu cours, qu'elle soit religieuse, commerciale, politique, avec un déclin lors du retrait de la puissance chinoise au IXe siècle, vers le IXe siècle. Mais en même temps, les nouveaux partages politiques de l'Asie centrale semblent consolider l'ordre politique et social des siècles précédents. Un peu ce qu'elle disait aussi, avec un manichéisme d'empire pour les Ouïghours, consolidation du bouddhisme dans l'empire tibétain, et même la permanence des réseaux sogdiens, que je connais de tes travaux précédents. Donc là, tu expliques bien que c'est un réseau qui se régionalise, mais qui est toujours là. Donc c'est une présence très importante. Alors, est-ce qu'on peut dire que le ralentissement des échanges commerciaux, techniques, intellectuels marque la fin de cette globalisation centra-asiatique, ou c'est plutôt un moment de consolidation d'un héritage institutionnel où ces anciens empires de la frontière profitent de leurs capacités étatiques, affaiblies ou non, mais qui sont déjà des empires considérables, et qui profitent de ces capacités pour contrôler plus fortement les mouvements humains et des techniques, etc. Donc voilà, est-ce que tu les verrais d'une façon ou d'une autre? Bon, voilà, et je m'arrête, mais merci, j'espère ne pas savoir dépasser. Alors, merci de tes remarques. Effectivement, alors tu connais les travaux de Samping Cheng sur bien sûr le rôle du Kagan et le rôle des influences centra-asiatiques au sein des élites chinoises, y compris très très tard, puisque les Tang sont au fond en partie sous influence nomade. Alors, pour moi, l'Asie centrale est un espace, avant tout, un espace. C'est pas un espace naturel, vous avez les plus hauts sommets du monde qui la divisent en plusieurs parties, donc vous avez des déserts, le Taklamakan, on y rentre, on n'en sort pas, enfin voilà, c'est pas du tout un espace naturel. C'est pas du tout non plus une habitude historiographique. Par exemple en russe il y a 2 mots pour dire 2 régions différentes, etc. C'est pas non plus un milieu, le Touran pour les Iraniens, le Siyu, le Uttarakhuru pour les Indiens, etc., etc. C'est pas un non-lieu, si vous voulez, un lieu de frontière uniquement, où les frontières finalement de toutes ces aires extérieures se rencontreraient. Pour moi, c'est un objet qui existe par les circulations durant certaines périodes. Et durant d'autres périodes, effectivement, ça n'existe pas. Il n'y a pas de tout temps une Asie centrale. Ou il n'y a pas d'Asie centrale au 5e siècle avant notre ère. C'est pas vrai. On a des fouilles archéologiques qui montrent très bien que le lapis-lazuli des mines d'Afghanistan ne se diffuse absolument pas à l'est. Vous voyez, une circulation qui serait pourtant évidente, eh bien, elle n'a pas lieu. Alors que durant ma période, l'Asie centrale, là, elle existe. On a une sorte de mix de soldats chinois, marchands sogdiens, éleveurs et soldats turcs, moines et prêtres venus d'Iran, venus d'Inde, etc., que l'on retrouve dans des proportions très diverses, mais dans tous les oasis.
Vous n'aurez pas de soldats chinois au Khorezm, dans le delta de la mer d'Aral, mais vous aurez les autres. Inversement, vous aurez beaucoup moins de chrétiens au nord du Gobi à cette époque, il y en aura plus tard. Mais peu ou prou, en fait, ce mixte existe, communique, circule. Dès qu'on arrive à avoir des archives, on en a très très peu. On voit des espions, on voit des commerçants, on voit des généraux qui circulent entre groupes, etc. Donc voilà, il existe. Pour moi, cet espace existe d'abord comme espace historique, pas espace historiographique, mais il n'existe pas toujours dans l'histoire. Voilà. Et alors, pour la régionalisation de la dernière période, non, je crois qu'il y a vraiment là... la semaine prochaine, je suis à Yale, où ils organisent tout un colloque autour du bouquin. Chaque chercheur va lire un chapitre du bouquin, donc ça va être très intéressant. Et l'un de ces chercheurs, c'est Wen Xin de Princeton, qui vient de publier un article sur justement la route de la soie au 9e, 10e siècle, d'une certaine manière, où il essaye de montrer que dans les textes chinois de Dunhuang, il y a un maintien quand même du commerce, il y a des liens, il y a des poésies qui évoquent des caravanes, etc., etc. Oui, d'accord, un peu, mais la taille compte, je ne sais pas comment dire, mais à un moment, en histoire économique, il y a un volume de commerce où il n'y a pas de volume de commerce. On est dans le marginal, on est dans une caravane tous les 6 mois, on est dans 3 caravanes par semaine. Et donc, il y a vraiment pour moi une régionalisation qui n'est pas volontaire. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi l'empire tibétain n'a pas été un grand empire commercial, par exemple? Ça on ne comprend pas. En 800, vous partez de Rabat au Maroc pour arriver en Corée. À la frontière Corée, vous franchissez que 2 frontières. La frontière entre l'empire abbasside et l'empire tibétain, et la frontière entre l'empire tibétain et l'empire Tang. Et pourtant, c'est un moment d'immense, je crois, déclin du commerce. Voilà, on ne voit plus rien. Je vais te donner un exemple postérieur. Au XIe siècle, il y a un souverain musulman de l'Asie centrale, surtout de l'Afghanistan, Mahmoud de Ghazna, qui reçoit une ambassade venue de l'Est de la Chine. Et cette ambassade lui demande si, à tout hasard, il voudrait faire un mariage dynastique. Et lui, il est stupéfait. Il est stupéfait parce qu'il dit, bon, d'abord, vous n'êtes pas musulman, et puis ensuite, vous êtes très 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 loin, mais quel est l'intérêt? À mon époque, il y a une carte que je donne qui ressemble à un gribouillis, qui part dans tous les sens, dans lequel, voilà, on dirait un tableau d'art contemporain, où j'ai simplement retracé les mariages dynastiques que je connaissais. Et on s'aperçoit que ce que dit Mahmoud de Ghazna au XIe siècle est totalement inenvisageable au VIIe. Au VIIe, on se marie à des distances de 3000, 4000 kilomètres. On a des échanges de princesses, échanges de princes, des circulations nobiliaires. Donc voilà, il y a eu vraiment, je crois, une régionalisation qui n'est pas volontaire, qui ne s'explique pas parfaitement. J'ai tenté de proposer quelques axes d'explication, une clôture technologique, etc., des aspects religieux aussi sans doute, et le retrait de la puissance chinoise, qui fait fortement diminuer les choses. Super, merci beaucoup, c'est fascinant. Mathieu, je t'en prie. Hein. Bon, merci à Étienne, merci à l'école pour l'invitation. Je trouve que c'est des très beaux moments. Merci pour le livre surtout. Et donc je suis le seul réellement incompétent à cette table. Hein. Donc ma capacité à contester le livre est nulle. Donc ma question va être, je pense que c'est un grand livre. Quelles raisons des gens qui sont comme moi incompétents dans ce domaine-là ont-ils de lire ce livre? Pourquoi doivent-ils le faire? Et bon, qu'est-ce que c'est qu'un grand livre? Pour moi, qui doit faire court, un grand livre, c'est quelque chose qui m'oblige à réécrire mon cours. Et ben c'est ce que j'ai dû faire en partie pour un cours d'histoire économique. Et donc je voudrais essayer d'expliquer pourquoi. Je voudrais partir d'une réflexion de Marc Bloch qu'on va faire dans l'originalité, hein, que probablement Étienne connaît, qui est les dernières lignes de la première partie de la société féodale. Quelque riche en enseignements que soit l'étude des dernières invasions, il ne faudrait pas cependant laisser ces leçons masquer un fait plus considérable encore,
l'arrêt des invasions elles-mêmes. Jusque-là, 955 pour faire simple, ces ravages par des hordes venues du dehors et ces grands remuements de peuple avaient véritablement donné sa trame à l'histoire de l'Occident comme à celle du reste du monde. Dorénavant, l'Occident en sera exempt, à la différence, ou peu s'en faut, du reste du monde. Bon. Une bonne partie de l'histoire médiévale a complètement intégré ce qui est une espèce de statement de Marc Bloch, disant voilà, l'Europe est une sorte de l'Europe médiévale, la chrétienté latine est une espèce de blocos qui est exempt de la violence qui vient de l'extérieur, pas complètement, mais quand même beaucoup, et qui n'a à gérer que sa propre violence interne, ce qu'elle fait avec beaucoup d'allégresse, comme nous le savons. Bon, ce qui m'intéresse, c'est que, d'une certaine manière, quand on enseigne l'histoire médiévale, on prend acte de cette limite. On prend acte qu'il y a une barrière et que derrière cette barrière, il y a de l'altérité. Il y a autre chose, mais qui, d'une certaine manière, ne nous regarde pas. Nous sommes habitués à avoir de l'échange avec l'autre uniquement dans la violence, donc on va faire un peu de croisade parce que c'est nécessaire, mais on ne va pas aller tellement plus loin. Je fais obligatoirement dans la caricature, hein, mais le livre d'Étienne, excusez-moi bien évidemment, je perds ma voix, le livre d'Étienne oblige à faire une opération que, par exemple, il y a une quinzaine d'années, Evelyne Patlajan nous avait obligé à faire avec Byzance. C'est-à-dire de dire Byzance, c'est autre chose, mais c'est autre chose avec du même. C'est autre chose avec de la centralité et de la localité, avec du pluralisme linguistique, mais de l'unité linguistique aussi, avec de l'unité religieuse et de la diversité religieuse, et tous ces, selon la très belle métaphore de l'autre côté du miroir, toutes ces choses-là s'inversent, et on retrouve ces éléments, mais on les retrouve gérés de manière complètement différente. Dans l'Asie centrale, c'est quelque chose qui est de cet ordre-là, avec, je dirais, un bouleversement encore plus grand. Mais dans ce livre, alors qui est un très grand livre d'histoire environnementale, hein, l'école s'intéresse à l'histoire environnementale, celui-là est un objet absolument passionnant. On va retrouver, ou plutôt, moi je lis, le même jeu on a des cartes, ces cartes sont à nouveau centralité, localité, diversité, unité, unité religieuse, diversité religieuse, etc. Et dans ce que tu construis, ces choses-là sont combinées de manière complètement différente et nous donnent la possibilité de comprendre ce qui, après tout, du point de vue du médiéviste européen, devrait être considéré comme une divergence au sens Pomerantz du terme. Hein, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui se passe, qui va ouvrir une différence, mais nous savons parfaitement que dans la divergence, les relations restent. Hein, les deux parties divergentes continuent à échanger d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est intéressant parce que pour qui doit faire un cours d'histoire du Moyen-Âge européen, on a quelques dates. La destruction du ring des Avars vers 800, donc la destruction des armées hongroises en 955 au Lechfeld. On a et on sait, c'est très 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 brumeux, et puis Étienne m'a dit qu'il n'avait pas réellement la solution. Ces gens-là sont des espèces de Huns. Ils sont partis très longtemps auparavant, très lointain à l'Est. Ils arrivent en Europe, on ne sait pas très bien qui ils sont désormais, mais pour les Européens, ils sont autres.
et leur destruction va marquer l'établissement de la frontière. Donc, pour nous, c'est, je dis nous, les gens qui s'occupent de la chrétienté latine à l'intérieur de ses limites, le livre permet de penser ce qu'il y a de l'autre côté et permet du coup de penser la relation, de penser l'échange et de le penser autrement que simplement par les envois de religieux, par les tentatives de conversion, etc. Mais de se dire, ces grands blocs se construisent en faisant partie du même monde et les choix qui sont faits, sont-ils réellement des choix d'ailleurs, permettent de regarder des opportunités et de se poser la question, c'est quoi la nécessité de l'unité d'une Europe latine chrétienne? Alors, dernière chose, tu dis, tu présentes comme si c'était une espèce de pavé tardif. On a enfin une synthèse sur ça. Moi, je trouve, j'ai cité le livre d'Evelyne Patlajan, qui n'est pas un gros livre, mais qui est un livre important. On vient d'avoir, il est paru presque en même temps que le tien, un énorme livre de Chris Wickham sur la Méditerranée médiévale, qui s'interroge sur un démarrage économique, d'où vient-il, et qui a exactement le même type de pari initial, c'est-à-dire je dois me doter d'une capacité d'appréhension des sources sur l'Égypte, sur Byzance, sur l'Italie, sur la péninsule ibérique, etc. Et je dois essayer de comprendre qu'est-ce que ces choses-là ont en commun. Et à partir de ce moment-là, ce qui ressort, par exemple, c'est qu'en l'an 1000, le gros morceau, c'est pas du tout l'Europe, c'est l'Égypte. Alors peut-être qu'il y a un effet de source, il y a la Guénizza du Caire qui joue là-dedans beaucoup, mais ton livre, pour moi, vient au même moment pour nous dire attention, essayons d'abord, et ça j'apprécie beaucoup ce que tu dis sur une référence qui n'est pas une référence obligée quand on va discuter avec les collègues étrangers, on se rend compte qu'elle ne l'est pas à l'école des annales, mais cette volonté de dire de l'économique, du social, du culturel, etc., ça doit être pensé ensemble. Et je pense que ton livre fait avancer une réflexion qui est une réflexion quand même très importante aujourd'hui sur la contemporanéité, sur l'appartenance à quelque chose qui serait un monde, qui est tellement difficile à penser à cause de tout ce que tu as dit, hein, des silos disciplinaires dans lesquels nous nous trouvons. Mais je pense qu'un livre comme tu l'as fait, alors je signale pour le public qu'il y a un double parcours dans le livre. C'est pas que le premier soit simple. Mais le premier est, si je puis dire, linéaire dans sa rédaction. Et le deuxième, qui est un énorme appareil de notes commentées, va vous dire si vous voulez vraiment en savoir plus. Si vous me demandez des preuves, voilà où je vais aller, voilà où est la discussion linguistique, voilà où est la discussion philologique. Et ça, je trouve que c'est un très beau modèle si je puis dire, de communication extradisciplinaire. J'arrête là. Merci beaucoup, Mathieu. Oui, ce que tu as dit sur la frontière, l'altérité au-delà de la frontière, et le fait que ça oblige du coup à aller voir en face autre chose avec du même, les mêmes éléments mais gérés d'une manière différente. C'est ce que j'ai essayé de dire en conclusion tout à l'heure. Oui, j'ai essayé assez consciemment.
Enfin, disons que je me suis dit que c'était une des possibilités, une des conséquences peut-être inattendues de ça. C'est-à-dire que sur la notion d'État, sur ce qu'est un commerçant castré, ce qu'est une propagande religieuse, ce qu'est, etc., etc. Voilà, j'offre d'autres modèles au-delà du blocos et au-delà de la frontière. Et il y a alors je connais pas le livre de Wickham, je suis nul en historiographie, excusez-moi, sur la Méditerranée médiévale, mais j'irai le lire en même temps que les livres sur. Ce que j'ai lu, moi, c'est un livre très bien sur une histoire climatique de la Méditerranée qui était une tentative d'aboutir à une histoire de la résilience des populations. Et ça m'a influencé dans le premier chapitre. Alors oui, il y a effectivement, on n'en a pas du tout parlé, mais j'ai vraiment essayé, et tu as tout à fait raison de le noter, j'ai vraiment essayé de faire un texte linéaire. Il n'y a pas de chinois, il y a critique, il n'y a pas de notes dans toute la première partie du livre. Et ensuite, si vous avez de bons yeux et des bonnes lunettes, vous avez en tout petit, effectivement, une discussion avec le chinois en chinois, l'arabe en arabe, même le sogdien en sogdien. Ça, j'étais très content. Et une discussion qui, normalement, doit vous permettre... je voulais montrer mes preuves. C'est-à-dire que c'est tellement facile d'avoir un discours irréfutable, puisque là, je voulais... Voilà, vous pouvez aller vérifier. Vous pouvez aller vérifier mes textes, je donne mes textes, et vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Voilà, je sais que nous avons commencé un dialogue autour de l'énergie. Comme je t'ai dit, j'étais extrêmement malheureux de ne pas pouvoir intégrer ce thème dans mon livre, mais là je tombe dans le trou de mes sources. J'ai quelques moulins, etc. Ça ne va pas beaucoup au-delà, et c'est en ce sens que ça reste quand même quelque chose de très simpliste par rapport à l'immense avancement, je pense, de l'historiographie occidentale. Vous avez beaucoup trop de sources, c'est pas juste. Mais voilà, j'ai essayé de faire avec ce que j'avais, et je vais aller voir en tout cas les livres que vous m'avez recommandés. Merci. Oui. Rainer, est-ce que tu m'autorises 15 secondes ? Il y a une vingtaine d'années, dans mon cours d'histoire médiévale agraire à Paris 7, j'ai vu arriver une étudiante qui venait de Mongolie. C'était peu fréquent et extrêmement sympathique, et qui a suivi mon cours pendant tout le semestre. La première séance, elle l'a suivi, et je voyais qu'elle était un peu gênée. Elle est venue me trouver à la fin, elle m'a dit... Il y a un mot qui me manque, j'ai pas compris ce que c'était, j'ai pas réussi à me le représenter. C'est quoi un chant ? Et je me suis dit, là, nous avons affaire à un vrai problème. Et donc, je lui ai expliqué, elle m'a dit, comme c'est intéressant, effectivement, ça m'explique beaucoup de choses. De voir, et en lisant ton livre, je me suis dit, des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un chant, peuvent avoir une histoire, ce qui pour moi n'était pas clair. Voilà, c'était juste... Merci beaucoup à tous les quatre. Alors, je dirais, on va commencer là, si vous le souhaitez, j'espère, une discussion avec vous. Donc, si vous avez des questions, des remarques, des critiques... ce qu'Étienne aurait dû écrire encore, ou je ne sais pas, sur la compétence des langues, tout ce que vous voulez, allez-y, je vous en prie. Oui, bonjour. Franz Grenet, bien entendu, je vais pas revenir sur l'intérêt immense que j'ai pris au livre, tout ce qui vient d'être dit, qui est... tout à fait pertinent. Je pensais pas qu'une telle entreprise soit possible. Si je l'avais pensé, je l'aurais fait moi-même. Place aux jeunes. Oui, alors, je vais juste intervenir très brièvement sur quelques points qui ont été évoqués. Il y a
un handicap majeur qui fait que ce livre est venu tard, c'est tout de même la situation d'instabilité où nous nous trouvons en Asie centrale en ce qui concerne les sources primaires. C'est-à-dire que les grands corpus documentaires qui informent depuis la périphérie sont quand même connus et maîtrisés depuis longtemps. Du côté des sources arabo-persanes, on a quand même maintenant la traduction intégrale de Tabari bien annotée, qui a beaucoup changé la donne pour les non-arabisants. Du côté des sources chinoises, bien entendu, il y a du renouvellement, mais enfin, les bases ont été posées il y a tout de même assez longtemps. Ce qu'on peut faire par rapport aux monuments que Chavannes a laissés, ce sont des ajouts, mais je veux dire, là, on a vraiment les fondations. Le problème est que les peuples d'Asie centrale ont recommencé à parler dans leur propre langue. Les peuples de l'Asie centrale des époques que tu étudies ont recommencé à parler dans leur propre langue tard, par rapport à ce que nous apprenaient les autres. On a maintenant on n'a pas trouvé de chronique, ce qui c'est quand même curieux. Ont-elles existé, n'ont-elles pas existé? On a des archives et ces archives, le premier paquet, ce sont les archives du Mont Moog. On les a depuis, disons, elles sont bien éditées depuis les années 60. On continue à faire des progrès. Tu y as d'ailleurs contribué. Il y a eu aussi l'arrivée totalement inattendue des archives bactriennes. Et ça continue. Et je dirais, c'est quand même un facteur déstabilisant pour nous parce que, tout simplement, on est à la merci de l'ouverture d'une grotte par les talibans qui vont vouloir l'aménager en cage d'armes et qui vont y trouver ce qui s'est fait à la fin des années 90, les archives d'un royaume. Ça a amené là récemment on a la correspondance secrète du dernier gouverneur sassanide du Gandhara. C'est arrivé, et tout ça bien entendu ça arrive par le commerce, par les fouilles clandestines, par les pillages, il y a rien. En fouille, on trouve vraiment très très peu de choses. Donc ça, je dirais, ça explique le retard de l'entreprise et en même temps, ça nous place dans une situation délicate parce que beaucoup plus, à mon avis, qu'avec des domaines comme je sais bien, en Méditerranée, de temps en temps, on a des découvertes sensationnelles de séries documentaires papyrologiques, c'est sûr, mais c'est quand même à la marge. Et là, les nouveaux documents qui vont surgir, parce qu'ils vont surgir, ça va pas être à la marge. Et ça c'est un problème. Un deuxième point qui a été soulevé, qu'est-ce que l'identité sogdienne ? Moi, on l'a dit, je le dis depuis longtemps, et je crois que tu es d'accord avec. Un sogdien, c'est quelqu'un qui parle sogdien. C'est une langue qu'on suit très bien depuis le IIe siècle de notre ère et qui s'éteint progressivement vers le XIe. Ça n'a rien à voir avec l'ethnicité. On voit dès qu'on saisit des sogdiens, on voit que non, c'est pas seulement les gens qui habitaient les oasis de Samarcande et Boukhara. Il y a toute une onomastique aristocratique qui venait de peuples, disons, de la nébuleuse scythique plus au nord. Ensuite, il y a une symbiose avec les Turcs, et quelle que soit l'énergie que mettent maintenant les nouvelles républiques d'Asie centrale à se vouloir turcophone ou persanophone, ça n'a strictement aucun sens du point de vue historique. Et c'est un facteur d'identité vraiment qui est quand même très fort. Il y a une stabilité dans l'onomastique. On ressent quelque chose qui ressemble à une conscience nationale, si on veut, mais
un Sogdien, quelqu'un qui parlait sogdien, à mon avis, savait très bien qui il était. Savait dans quel espace il se mouvait, savait, même si du point de vue religieux, leur identité, et même, parce que finalement, l'identité religieuse de la variante sogdienne du zoroastrisme, elle est forte et on la suit longtemps. La religion fondamentale, c'est ça. Ils se sont structurés autour d'un réseau de temples que l'archéologie révèle de mieux en mieux. Maintenant, on en arrive au niveau, je dirais, presque paroissial. Avant, on avait des grands temples confédéraux. Maintenant, puis on a eu des grands temples urbains. Maintenant, on a des temples de villages qui commencent à apparaître. Les religions dites missionnaires, enfin les grandes religions de salut, elles ont eu une importance considérable, mais ont-elles vraiment touché les tréfonds de la société sogdienne? J'en suis pas persuadé. La masse de littérature qui nous est parvenue en sogdien, c'est la littérature sogdienne bouddhique. Or, on sait très bien, le bouddhisme a été rapidement, complètement marginalisé en Sogdiane. C'est une religion d'expatriés. Les manichéens ont-ils eu un tel impact sur la société locale? En tout cas, on les voit partir au Xe siècle, ils ne reviendront pas. Leur destin futur, ça va être en Chine. Bon, les chrétiens, oui. Les chrétiens ont eu davantage de stabilité, certainement. Mais, encore une fois, il y a des facteurs identitaires forts. Pour les Bactriens, on les saisit moins. Bon, il y a la langue, maintenant on le sait. Du point de vue religieux, c'est plus complexe. Là, quand même, l'impact du bouddhisme a été très fort. Mais pas du tout chez les Sogdiens. Bon, voilà, je m'arrête là. J'aurais... les autres points que j'aurais discutés sont vraiment de détails. Merci Franz. Alors, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis sur je suis à la merci d'une grosse découverte qui viendrait brusquement tout bouleverser. Et à cet égard, cette tentative de synthèse pourrait être prématurée. Ça, c'est le temps qui va le dire. Ce que j'ai essayé d'expliquer, et ce que j'espère, c'est que j'ai posé un cadre. Et mon espoir, c'est que ma vraie crainte serait qu'une grande découverte vienne bouleverser ce cadre. Mais j'espère qu'il est suffisamment solide, justement en utilisant ces techniques apprises en Occident, pour que ça ne soit pas le cas. C'est-à-dire que les découvertes viendront modifier, très certainement, invalider certains points de détail plus ou moins importants, mais peut-être pas l'ensemble du cadre. Ensuite, si on se met à trouver un trésor de 30 000 lettres sogdiennes commerciales au Xe siècle à Donorang, c'est sûr que toute mon idée de déclin de la route de la soie s'effondre. Et donc toute ma chronologie s'effondre, ça c'est vrai. Mais je crois qu'on ne les trouvera pas. Si tu trouvais, tu les détruirais. Hein, non, je serais honnête, je les publierais, je serais ravi, mais alors pour l'identité sogdienne, c'est très compliqué, étant donné qu'effectivement, on a des mentions de temples confédéraux, de cultes communs, d'élites qui se pensent comme communes. On a une identité linguistique, c'est vrai, même si la langue de Boukhara est peut-être un peu différente. Enfin, il y a Pavel Lourier, qui est aussi philologue, a des choses à dire là-dessus. On sait que les Sogdiens se définissent au départ en Chine comme ressortissant d'abord d'un oasis, et que en fait c'est peut-être un processus, c'est-à-dire qu'au fil du temps, on va voir peut-être émerger une identité sogdienne qui est peut-être surtout une identité diasporique. Puisque en Chine, on a fait des études avec Éric Trombert, pour une fois qu'on a un corpus un peu important d'épitaphes, etc., on a pu montrer à quel point il y avait une identité sogdienne qui se forgeait, qui était pan-sogdienne, et comment cette identité, au moment où un grand général turco-sogdien va mettre à feu et à sang la Chine du Nord, brusquement les Sogdiens vont commencer à se dissimuler, parce qu'ils sont pris dans des pogroms, etc., etc., etc. Donc, malheureusement, on ne peut guère dire quelque chose sur ce qui se passe en Sogdiane même, parce que comme tu le sais, enfin, à part le Mont Moog, on n'a pas la documentation. Voilà. La limite géographique de vos Sogdianes.
Ah, ça c'est une bonne question parce qu'elle est tout aussi variable que la limite que je donne à l'Asie centrale. On a un texte chinois du pèlerin Xuanzang vers 630 qui arrive au lac Issyk-Kul, donc au nord de l'Asie centrale sédentaire, et qui dit qu'à partir de ce moment-là, jusqu'à la Mudarya, grosso modo, c'est la Sogdiane. On parle sogdien, etc. Mais inversement, dans les textes des géographes arabes, la Sogdiane, ça sera un espace beaucoup plus restreint, un espace entre Boukhara et Samarcande, dans la vallée du Zerafshan. Donc, moi, je ne crois pas qu'il faille fixer des entités comme étant de toute éternité existantes, les réifier. Il y a eu, voilà, la Sogdiane existe là où il y a des Sogdiens et des Sougdikestan, des ghettos sogdiens dans les grandes villes caravanières de Chine et d'Asie centrale. Elle existe au moment de l'apogée du commerce sogdien. Elle existe sur un espace culturel qui va effectivement de la Mudarya jusqu'à l'Issyk-Kul et qui ensuite, avec la persianisation qui a lieu en même temps que l'islamisation, va se réduire, un espace qui va se réduire. Donc il y a une histoire de ces limites. Voilà. C'est une limite des historiens, pas vraiment dans la population, chez les gens. C'est des limites que l'historien a dans sa pensée. Oui. Pas dans le réel. Malheureusement, le réel est très souvent inatteignable. Je ne peux dire que ce que j'ai dans mes sources. Donc peut-être que vous avez raison, mais simplement on ne peut pas le démontrer. Moi, ce que je peux démontrer, c'est que les sources disent ceci ou cela. Mais voilà, et que donc on a une géographie variable dans le temps. On parle de 5 siècles quand même, on parle d'une longue durée. Qu'est-ce que c'était la France il y a 5 siècles donc au-delà de ça, je ne peux pas aller. Alors, le modérateur nous a mis un peu sur notre faim. Qu'est-ce que vous maîtrisez comme langue? Je ne maîtrise aucune langue, même pas le français. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque j'ai parlé du cœur de mon positionnement scientifique, qu'est-ce que ça veut dire maîtriser une langue? Pablo maîtrise parfaitement le chinois, est capable de lire les articles chinois, de lire l'historiographie chinoise, les sources chinoises, etc. Lauriane, de même pour le grec. Moi, non. Ce que je peux faire, en revanche, en chinois, en persan, en arabe, en sogdien, en syriaque, en latin, c'est tout, et en russe, c'est lire les textes, éventuellement de manière très longue, très coûteuse en temps, où je vais devoir vérifier de très nombreux caractères chinois ou des formules arabes, mais j'ai suffisamment de familiarité pour, à tout moment, être capable d'aller vérifier dans les sources. Voilà. Et ça ne va pas au-delà. Maîtriser, en fait, maîtriser, ça ne veut en fait rien dire. Enfin, ça veut dire quand on est spécialiste d'un domaine et que là, on maîtrise vraiment. Mais ensuite, il y a toute une échelle depuis la connaissance parfaitement élémentaire, ce qui reste de mon syriaque est tout à fait élémentaire, jusqu'à le russe que je lis à peu près correctement, même si je le parle très mal. Voilà, il y a toute une gamme de possibilités. Et ce que m'a apporté cette formation occidentaliste, ça a été de ne pas me laisser arrêter par ces limites réelles, mais d'essayer et de trouver des connexions entre ces corpus. Et j'en ai trouvé. Voilà. Bonjour, je m'appelle Anna et j'étais étudiante de Monsieur de la Bastière et on s'est rencontrés il y a 12 ans, je pense. Et à l'époque déjà, vous travailliez sur ce sujet et c'est un énorme bouquin. Et ma question c'est, est-ce que ça sera l'ouvrage de votre vie ou il y aura une deuxième grande recherche comme ça? Alors, là, vous mettez le doigt, bonjour Anna, vous mettez le doigt sur un vrai problème de positionnement. J'ai mis tellement longtemps à faire ce livre, j'en ai fait d'autres entre-temps, mais c'est vrai que je l'ai commencé il y a très longtemps. Puis j'ai occupé des responsabilités dans cette école. Je ne vais pas dire que j'ai mis tout ce que je savais dans ce livre, c'est faux. Ça devait rester dans un volume quand même limité, etc. Mais effectivement, j'ai une vision globale. Donc, qu'est-ce que je peux apporter? Je crois que le vrai travail du chercheur, c'est de retourner à sa table de travail, et en l'occurrence de retourner pour moi sur des fouilles archéologiques, même si je ne suis pas du tout un archéologue professionnel. Et après avoir fait des fouilles et surtout des surveys en Afghanistan, en ce moment, je travaille en Mongolie. On est en train de trouver les tombes des Khagans turcs, et on est en train, de manière plus importante, et là que Pavel soit là est vraiment très bien, on est en train de prouver l'existence en
dans le monde de la steppe, d'une littératie, d'une alphabétisation, si vous voulez, beaucoup plus diverse et beaucoup plus développée que je ne le dis dans ce livre. Et sur ce point-là, mon livre est déjà dépassé. Mais, vous voyez, je contribue à essayer d'aller plus loin avec ces recherches, ces fouilles en Mongolie. Donc voilà, je vais continuer à apporter des choses au-delà de cette synthèse, même si, effectivement, je ne ferai sans doute jamais un livre aussi complet, global. Merci. Merci pour cette belle question aussi et la belle réponse. Merci beaucoup encore à tous vous quatre. Voilà.